Bonjour Garance. Bonjour. Qu'est-ce que tu ressens alors qu'on s'apprête à débuter cette conversation? Insécure. J'ai checké mes cheveux pendant 3 heures parce que je sais jamais. Voilà, tout ce que je t'expliquais, je peux l'expliquer à tes auditeurs ou à ton public. Je viens de couper mes cheveux et je sais pas du tout de quoi j'ai l'air en fait à la caméra, donc j'étais un peu stressée. Mais ça va, hein. Tu es arrivée habillée d'un débardeur noir, Ouais. sur lequel tu avais mis une chemise que tu portais ouverte, Ouais. avec un fond écrit Qui a valsé. et des fines rayures noires, mais il fait un peu chaud, on est début juin. Ouais. Tu as un pantalon noir, des ballerines noires. Ouais. À quoi est-ce que tu as pensé en t'habillant ce matin? À me sentir bien, à être simple, à être moi-même. Voilà. En fait, quand je fais des podcasts, j'oublie toujours quand on est filmé. T'as vu, hier, je t'ai texté et je t'ai dit « Oh, mais alors, on est filmé !» Et en fait, pour faire un podcast, il faut être vraiment à l'aise. Et donc, j'ai essayé de faire un peu les deux. Voilà. Alors Garance, tu es autrice, une autrice qui a beaucoup d'autres talents, mais ce que j'ai ressenti toi en préparant cette interview, c'est que ton talent le plus remarquable, c'est de tirer le fil de tes émotions d'une manière qui touche profondément tes lectrices et te relie à elles par-delà les continents et le passage du temps. Tu es l'amie, la grande sœur, la référente en histoire de cœur, la pionnière qui a investi les blogs, puis les podcasts, puis les newsletters pour raconter les histoires et les questionnements d'une fille comme toi, devenue femme devant nous, toujours avec un coup d'avance, toujours avec un coup d'humour. Tu as montré que c'est le travail et l'instinct qui transforment la chance en succès, que la lumière charrie toujours son lot d'ombre et que s'il y a aussi de la beauté dans le sombre, lorsque la flamme intérieure s'éteint, il faut prendre la liberté de se défiler, avoir l'humilité de se perdre et la patience de se retrouver. Tu montres que tout se dit, que tout a de l'intérêt dans la vie, tant qu'on ose l'aborder avec authenticité et vulnérabilité. Qu'est-ce que tu ressens quand tu entends tout ça, Garance? Oui, je me sens... Oui, enfin, ça me résume bien, je pense. Ouais, bravo. Alors, tu es née à Ajaccio, en Corse, il y a 50 ans. Ouais. Tu es née sous le nom de Marilyn Fiori. Ouais. Comment est-ce que tu as habité ce prénom et ce nom jusqu'à ce que tu décides de prendre le pseudonyme de Garance Doré sous lequel tout le monde te connaît aujourd'hui? C'est une bonne question. Il y a plein de choses dans ce nom. C'est un nom italien, c'est donc le nom de mon père, que j'aime beaucoup, et qui veut dire fleur. Mais qui est aussi... Alors attends, je sais pas, parce que moi je peux y aller profond là, dans les choses. Vas-y. Donc en fait, c'était un nom qui nous a beaucoup protégés, puisque c'est un nom qui a une consonance corse. Donc moi j'ai grandi en Corse à un moment où nous on n'était pas corse en fait d'origine. Ma mère c'est une émigrée algéro-marocaine. Ma grand-mère marocaine est venue en Corse avant que ma mère n'arrive d'Algérie. C'est un peu compliqué, mais bon, voilà, il y a toute une histoire de famille derrière. Ma mère avait a un prénom algérien. Elle s'appelle Khaira. Et donc, en fait, le nom de mon père, ça a été quelque chose d'assez important qui a un peu caché, en fait, certaines de nos origines, ce qui nous a été reproché parfois. Moi, je suis née très blanche, donc en fait, on m'a jamais... j'ai jamais eu trop de problèmes de racisme, ma mère énormément. Donc, c'est un nom qui est beau, très beau, cette histoire de fleurs et tout ça, puis même la consonance est belle. Et puis qui a aussi, je pense, ça a été quelque chose d'énorme pour ma mère, évidemment, hein, de prendre un nom qui était moins marqué, en fait, que son nom d'origine ou son nom de jeune fille. Et pour toute la famille, ça a été quelque chose, ça c'est sûr. Ouais, parce que si on avait un nom français en Corse, c'était pas toujours facile. Ça allait, c'était mieux que d'avoir un nom arabe. Mais et nous on avait ce nom qui nous voilait.
Et Marilyn, il me semble qu'on t'a assez rapidement appelée Marie, non? Plutôt que Marilyn. Oui, tout le monde m'appelle Marie. D'ailleurs, la volonté à la base, c'était de m'appeler Marie. Ma grand-mère, que je n'ai pas connue, donc mon père a perdu sa mère quand il avait 11 ans, s'appelait Marie. Et donc, voilà, donc Marie Fiori. Et je sais pas, au dernier moment, ma mère... Alors, c'est assez drôle. En fait, ma mère voulait m'appeler France et mon père Marie. Donc, à la base, je vais m'appeler Marie-France. J'adore les deux prénoms, je les trouve très beaux. Et au dernier moment, je crois que... Et donc, il y avait évidemment pas besoin de te décrire, je sais pas, la profondeur des deux... Voilà, entre Marie, la mère de mon père, et puis aussi beaucoup de consonances catholiques et tout ça. Et France, qui est le pays de destinée et tout ça. Mais au dernier moment, ma mère a voulu changer. Ça lui a pris comme ça et elle a voulu que je m'appelle Marilyn. Moi, je crois que c'est aussi parce qu'il y a une famille dans notre village en Corse. Alors, encore une fois, très longue histoire, mais mon père était chef, cuisinier. Hein, on ne disait pas chef à l'époque, on disait cuisinier. Par contre, très, très talentueux. Et on avait atterri comme ça dans un village en Corse qui s'appelle Girolate, qui fait partie de mon histoire à 2000% parce que je ne suis pas une fille de la ville. Enfin, j'ai grandi entre Ajaccio et Girolate. Et Girolate, c'est un village sans route. C'est une petite, comme une presqu'île, enfin un peu coupée du monde comme ça. Et mon père a atterri là-bas. Du coup, toute notre famille, moi j'ai grandi beaucoup là-bas. Et donc c'est aussi un mélange. Donc j'ai eu d'un côté ma grand-mère marocaine, d'un autre côté ce village en Corse, où il y avait très peu de Corses en fait. Et il y avait cette famille merveilleuse avec qui on est toujours amis et proches et tout ça, qui avait des enfants merveilleux, qui étaient plus justement... Longue histoire, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais qui avait eu une petite fille un petit peu avant que je naisse, qui s'appelle toujours Marine. Et je pense qu'ils ont beaucoup inspiré ma mère et que le Marilyn, il est peut-être venu de là. Et c'était assez drôle, justement, dans ce tout petit village, deux jeunes filles qui se ressemblaient, parce que finalement, c'était drôle, on se ressemblait un petit peu. Et l'une s'appelait Marine et l'autre Marilyn. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui Garance t'évoque que Marie ou Marilyn n'aurait pas Eh bien, c'est un petit peu la même démarche. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé, moi, en 2006, donc il y a presque 20 ans. Et qu'à l'époque, si tu regardes toutes les blogueuses, presque toutes avaient des pseudonymes. Après, ça peut être un petit peu un jeu sur leur prénom ou alors un départ complet. Et c'était pas parce qu'on avait honte ou quoi. Moi, j'aime bien mon nom. Pour moi, par contre, il y avait une histoire de redépart. Je sais pas si on dit ça. Alors, je le dis souvent, mais j'ai vécu longtemps aux États-Unis et donc je fais beaucoup d'anglicisme. Je m'en excuse, j'essaye de faire mon mieux, mais je fais des trucs, des fois, c'est un peu la honte. Mais donc, on avait tous des pseudos. Et moi, quand j'ai commencé mon blog, je voulais le faire un peu caché parce qu'à l'époque, c'était pas un truc très reluisant. C'était un peu la honte. Et moi, pour moi, c'était une manière de faire connaître mes illustrations. Et c'était un petit peu le chant du cygne. J'avais essayé d'être illustratrice pendant pas très longtemps finalement. Quand j'y pense, c'était quoi, 2 ans. Mais j'étais un peu au bout du chemin en me disant, mais en fait, c'est pas tellement que j'aurais jamais de succès en tant qu'illustratrice, c'est que même si j'en ai, je gagnerai jamais d'argent avec cette profession. C'est beaucoup trop difficile et ça va jamais aboutir. Et à ce moment-là, j'avais commencé à lire un peu tes blogs. Je m'étais dit, tiens, il y a quelque chose là. J'essaye de te faire un peu l'histoire un peu écourtée, parce que sinon, je vais me perdre dans les méandres. Oui, donc là, on était en 2006. Voilà. Et donc, je me suis dit, je vais prendre un pseudonyme, sauf que je veux pas un pseudonyme à la con. Donc, je voulais pas les pseudonymes qu'on se donnait à l'époque. Tu vois, aucun rapport, mais Brian Boy, tu vois, oui. Des trucs comme ça. Mais c'était normal à l'époque, c'était chaud. D'ailleurs, finalement, il l'a gardé et ça marche très bien. Mais il y en a plein, en fait. Voilà. Et moi, j'avais envie de quelque chose qui semble comme un vrai nom. Et il y avait ça. Et il y avait aussi le fait qu'à l'époque, j'étais encore donc à 100% dans l'illustration et que tous les illustrateurs que je connaissais, de nom, pour les voir dans les magazines ou dans les livres pour enfants, parce que moi, ça m'intéressait de faire ce genre de travail en tant qu'illustratrice, ils avaient tous des noms tellement
chic, tellement un peu noble et tout ça. Et il y a une explication, je pense, derrière tout ça. C'est qu'il faut quand même venir d'un certain type de famille pour avoir la liberté d'esprit de se dire je vais être illustratrice. Sans aucun jugement là-dessus, je trouve ça merveilleux. Mais moi, je venais pas de là. Et je m'étais dit, pour se faire reconnaître à Paris, dans ce milieu-là, c'est mieux d'avoir un nom qui sonne vraiment chic et qui sonne, voilà. Et même à l'époque, j'avais fait des essais avec des noms à particules. Mais pour moi, c'était un peu une blague aussi. Il faut savoir qu'à l'époque, avoir un blog, c'était un peu une blague. On ne se montrait pas, on pouvait dire ce qu'on voulait. Donc, j'avais pas vraiment une démarche profonde et tout ça. Mais par contre, j'avais quand même vu qu'il se passait quelque chose à ce niveau-là. Et quand j'ai essayé les noms à particules, ça a bloqué. Et je me suis rendu compte que c'est pas du tout moi. Et qu'il fallait pas non plus être une usurpatrice et que donc voilà, je voulais créer quelque chose qui sonne très français parce que ça j'avais compris qu'il y avait quelque chose là derrière qui faisait rêver et donc j'étais très fan, enfin on peut pas dire fan mais bon, je respectais beaucoup le travail de Gustave Doré, c'est l'un des premiers illustrateurs. J'ai toujours trouvé ce nom Doré très joli. Donc, c'est la première chose, en fait. Je me suis dit, voilà. Et ça ressemblait finalement à Fiori. C'est le nom d'une couleur. Et c'est très court comme ça. Donc, il y avait quelque chose où je me sentais plus à l'aise. Il faut quand même se sentir à l'aise avec ses pseudonymes. et j'étais avec mes 3 copines de l'époque, que j'ai perdues plus tard. Je peux te raconter. L'amitié, c'est un grand thème dans ma vie en ce moment. Et je leur ai raconté, écoutez, les filles, je vais vous dire un grand secret. Parce que je l'ai dit à personne quand j'ai ouvert mon blog, j'avais trop honte. Je vais ouvrir un blog et je vais prendre un pseudo et j'ai juste un nom de famille, c'est Doré, qu'est-ce que vous en pensez et tout ça. Et Sarah, qui si elle m'écoute, je la salue, même si on ne se voit plus, m'a dit, écoute, moi j'ai toujours pensé que j'appellerais ma fille Garance et si tu veux ce prénom, je te le donne. Et je lui avais dit, mais c'est trop moche, laisse tomber, jamais. En rigolant, bien sûr. Et finalement, au bout de 2 jours, ça roulait comme ça sur la langue. C'était super beau. Et j'ai trouvé que c'était très bien, finalement. Et donc, voilà comment est arrivée Garance Doré. Donc là, je disais, on est en 2006, t'as 31 ans. Ouais, et je parle beaucoup, donc il faut m'arrêter. C'est parfait. Je parle beaucoup. Ce blog, tu le nommes « Une fille comme moi ». Ouais. À ce moment-là, tu déménages, t'étais à Marseille, tu déménages à Paris avec quasiment rien sur ton compte en banque. Et sur ce blog, tu partages donc tes illustrations, mais aussi des photos de street style, c'est-à-dire donc des gens photographiés dans la rue. Et tu racontes les faits glorieux et plus misérables de ta vie. Alors aujourd'hui, ça paraît hyper anodin parce que des milliers de gens le font, alors plus sur un blog, sur les réseaux sociaux, mais voilà. Mais à l'époque, c'était totalement inédit. Complètement. D'ailleurs, je me souviens, pour revenir à l'histoire du nom et de mes origines et tout ça, que j'ai très tôt dit mes origines marocaines et tout ça, et qu'on me remerciait. C'était tout nouveau, c'est-à-dire qu'on est dans un monde complètement différent aujourd'hui. Moi, j'ai commencé mon blog en 2006. C'était encore un moment où si on pouvait éviter de parler de nos origines, on en parle. Enfin, si elles étaient maghrébines, on n'en parlait pas. Enfin, je me souviens la première fois, c'était hallucinant le nombre d'emails que j'avais reçus de jeunes femmes comme moi qui me disaient mais merci, ça nous permet de nous projeter. Il y avait plein de choses qui s'étaient passées et j'avais jamais voulu, et toujours aujourd'hui, et d'ailleurs c'est l'un de mes des choses qui font peut-être que j'ai pas autant de succès ou tout ça. Enfin, j'ai du succès, mais j'ai jamais voulu faire des choses, transformer des choses en des batailles ou en des causes. J'ai jamais, même mon infertilité, on m'a poussée à un moment à en faire quelque chose que je revendique, enfin je sais pas, où j'en faisais quelque chose de commercial presque. Et j'ai jamais voulu faire ça, me mettre derrière des batailles, parce que finalement, j'ai pensé, je me suis dit que ces batailles allaient certainement me servir, mais qu'elles allaient aussi m'enfermer. Et j'ai jamais voulu ça. Si on rembobine, donc tu lances ton blog de manière confidentielle, mais en réalité ça prend très rapidement. Ouais. Et la suite, elle est très belle, elle est assez romanesque, on l'a rencontrée plein de fois depuis, mais en gros tu es mise, je veux presque jetée sur le devant de la scène avec une poignée d'autres blogueuses. Ouais. Et le succès, il est fulgurant. Et ouais, rapidement, ton succès d'ailleurs dépasse quand même largement celui des autres. Ouais. Quand tu réfléchis, on est a posteriori, mais est-ce que tu te rappelles ce qui s'est passé en toi à ce moment-là ?
Comment tu l'as vécu, cette période? Je pense comme quand fait une descente en ski ou quelque chose qui va très vite, ou tu vois, on prend une vague en surf, ou on tombe amoureux. Moi, je compare souvent ça à tomber amoureux, ou on devient un peu quelqu'un d'autre, où les choses vont vite, où on n'a pas le temps de se poser des questions puisqu'on doit s'adapter à toutes les nouvelles situations. Moi, j'avais aucune... j'ai une éducation du pays, moi. Voilà, j'ai été très bien élevée et tout ça, mais je connaissais pas du tout les milieux dans lesquels j'ai été projetée. Ça a été très très dur de comprendre les codes, ne serait-ce que les codes parisiens. Ensuite, en rajoutant ça, les codes de la mode et tout ça. Donc, tout était un apprentissage en fait. Donc, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je pense que j'étais charmante justement parce que je me plantais tout le temps, puis que j'en rigolais. Mais moi, j'accorde beaucoup d'importance justement à une connaissance en fait des codes dans lesquels on évolue et tout ça, et c'est vrai que c'était difficile pour moi. Donc il y avait ça en fait, c'était surtout, j'étais très contente, surtout en fait ce qui me plaisait c'était que j'étais libre, que je gagnais de l'argent, et que j'étais créative. Donc il y avait toutes ces choses qui se mélangeaient. Et c'était vraiment génial parce que j'avais eu toujours très peur d'être dans un bureau. Voilà, je savais que j'étais pas faite pour ça. Et donc à la fois, tu avais cette mise en avant hyper soudaine et très puissante, et en même temps, comme on le disait, les blogs, enfin les blogueurs de manière plus large, il y avait quand même été vachement dénigrés, en tout cas en France. Ouais. Comment est-ce que toi tu vivais, pour quelqu'un qui a l'air sensible en tout cas comme toi, comment est-ce que tu vivais cette ambivalence entre à la fois cette mise en lumière, dans la lumière, et à la fois cette négativité quand même autour des blogueurs, et notamment dans le milieu de la mode, quoi? Oui, je suis sensible, mais en même temps, je voyais très bien ce qui se passait. Je veux dire, pour moi, il n'y avait aucun doute que ce que je faisais, c'était l'avenir, que c'était sensible, qu'il y avait de la je dirais pas de la beauté, mais en tout cas de la vérité. J'en ai un peu marre, tout le monde en a marre de ce mot authenticité, mais il y avait quelque chose qui était... enfin, c'était indéniable. Il y avait quelque chose qui se passait. Et donc ça, pour moi, on m'a proposé des jobs dans des choses qui auraient été... dans des endroits qui auraient été beaucoup plus... reluisants, où j'aurais pu dire j'ai un titre, où j'aurais pu... mais j'ai dit non à chaque fois, parce que je voyais très bien que c'était important de rester... dans cette liberté. Et puis j'ai compris assez vite, même si au début j'avais du mal à mettre les mots dessus, que ce qui était le plus important, c'était mon rapport avec mes lectrices et les gens qui me soutenaient, et que tous les gens que je rencontrais qui voulaient me faire proposer d'autres choses, me proposaient surtout de couper cette relation-là. Et je me disais, mais je sais que j'ai rien si j'ai pas ça. Voilà. Et donc, pour moi, ce qui était dur, c'était sur un côté humain, parce que effectivement on pouvait avoir je sais pas, il y a un petit rapport d'humiliation parfois, il y avait un côté un peu moqueur, il y avait des choses comme ça, donc, mais ça rentrait pas hyper profondément, parce que quand même j'avais des fois ça épuise après 2 mois de Fashion Week, quand on se fait traiter un petit peu en plus, le pire, c'est même pas tellement qu'on se fait traiter comme de la merde, parce que quand j'étais outsider et que je m'incrustais dans les défilés et que, voilà, c'était drôle. Moi, j'ai toujours eu un côté comme ça, des merdards. J'ai fait le tour de l'Europe en stop. Enfin, vraiment, ça me plaisait, en fait, de me faufiler. Je prenais mes photos. J'avais de compte à rendre à personne. Ce qui a été difficile, c'est quand j'ai été connue, que quand j'arrivais au défilé, on me disait Garance Doré est arrivée, qu'il fallait que je me tienne bien droite, et que je savais qu'on me regardait, et que si je faisais n'importe quoi qui n'était pas dans le cadre, ça allait être disséqué, tout ça. Il y avait c'est après en fait que ça a été le plus dur. Au début, je pensais en fait que les gens me voyaient même pas. Donc voilà, il y avait ce côté, c'est hyper agréable quand on est tout jeune et tout frais comme ça. Donc, je sais pas si je réponds à ta question, mais voilà. Il y a un mélange, et je pense qu'il faut être un peu, je sais pas comment on dit, un peu sous, tu sais, comme quand t'es bourré, comment on dit, ivre. Un peu ivre, voilà, pour faire des choses comme ça. Et moi, j'ai été un peu ivre, mais c'était très sain, c'était chouette. Par contre, sain, je n'avais pas de work-life balance, hein. Je travaillais tout le temps.
Mais quand on aime ce qu'on fait, c'est génial. Puis t'as senti sans doute qu'il y avait un momentum, et dans ces moments-là... Pas du tout. Ah non ? Pas du tout. Non, c'était pas... Il y avait vraiment, c'est très honnête, hein, il y avait pas du tout un truc genre il faut que j'attrape ma chance. Au contraire, je faisais que détraper ma chance. Tu vois, on m'a proposé des jobs de fou, j'ai dit non. Non, c'était pas du tout ça. C'était où est ma joie, où est mon plaisir, parce que je savais instinctivement que c'était là en fait. Parce que moi, en fait, mon grand kiff, c'était avec mes lectrices. Voilà, c'était ça. Donc non, j'avais pas d'histoire de momentum. C'est après les histoires de où est le succès, où est le momentum et tout. Et c'est là que j'ai commencé à être moins heureuse et que j'ai arrêté. Et donc, tu parlais d'avoir décidé à un moment d'arrêter. À un moment, c'était, on pourrait dire, le sommet de la gloire, quoi. C'est-à-dire que la presse te qualifiait d'icône, de grande prêtresse. Ouais, toujours, hein, parce que la presse, oui. Non, mais c'est pas que... Mais c'est oui, que en fait, je parle au passé parce que juste je prends ce moment-là, mais bien sûr ce que je veux dire, c'est que la presse, elle aime bien mettre des grands mots. Moi, je suis preneuse, hein, j'adore qu'on me dise que je suis géniale, ça fait plaisir. En 2012, tu as reçu un prix extrêmement prestigieux, le CFDA. Ouais. Tu as employé à ce moment-là une vingtaine de personnes dans le studio que tu avais créé. Tu voyageais en première classe à travers le monde. Ouais. Toutes les marques voulaient travailler avec toi. Tu étais au premier rang de tous les défilés. Et là, à ce moment-là, à un moment, tu as décidé d'arrêter d'aller au défilé. Ce qui était de nouveau une décision totalement inédite pour le milieu de la mode. Dans quel état mental, psychologique, physique tu trouvais à ce moment-là? C'était de l'ennui, en fait, et de la fatigue. Et quand on s'ennuie et qu'on n'est pas porté par de la joie, du désir... Le désir, c'est très important dans la vie. Il y a presque que ça qui compte, en fait. Toutes les choses qui sont brillantes, en fait, deviennent... Moi, ça m'attire pas trop, tout ça. Et donc, en fait, quand j'ai commencé à m'ennuyer, à devoir être tenue à trop de choses, en fait, j'ai commencé à être un peu déprimée, je crois. Et puis, quand je suis déprimée, je pleure. Après, je suis pas bien. Après, je suis pas surhumaine. Et ce que je veux dire, c'est que je suis pas une grande âme ou quoi. Hein, c'est pas ça. C'est juste que quand il y a plus ce fil rouge, les choses qui sont difficiles sont très difficiles. Donc, ne pas... et on s'accroche à des trucs débiles. Genre, par exemple, moi, j'étais assise au premier rang. Je pouvais plus retourner en arrière. C'est-à-dire, si on me mettait au deuxième ou au troisième rang, c'était toute la mode qui allait dire « Ah ben ça y est, Garance Doré, c'est fini ». Donc, en fait, et souvent, hein, je pense que tu as eu plein de gens qui t'ont raconté les histoires de succès. Le problème du succès, c'est qu'après, c'est un jeu de garder le succès. Et ça, c'est juste la prison la plus débile, parce que en tant qu'artiste ou que créatif et tout ça, il faut avoir des moments où on n'est pas là, des moments où on est là, des moments où on est fatigué, des moments où on a des choses à apporter. Et en fait, au bout d'un moment, c'était juste l'entretien en fait de cette image. Et c'est comme beaucoup de gens de la mode qui sont accrochés à leur rocher, et ça me faisait de la peine pour moi, en fait. Et j'ai de la chance, je suis entourée, j'ai une sœur et une mère qui sont merveilleuses, avec une espèce de lucidité sur la vie, sur le monde et sur les choses, qui m'ont beaucoup, beaucoup aidée, que ce soit dans mon parcours personnel de femme ou dans ma carrière, et qui sont très, très... l'empereur est nu. Tu vois, ma sœur, un moment, je l'ai amenée à un défilé. C'était un énorme... pour moi, j'étais là, genre, oh là là, regarde, je t'amène dans un merveilleux défilé et tout. Et ma sœur, elle adore la mode. C'est quelqu'un elle est grande, elle est belle, elle est super bien habillée et tout ça. Et elle s'est assise au premier rang du défilé avec moi. Elle était à côté de superstars et tout ça. Et on est reparti. Elle m'a dit, mais c'est un enfer, ce truc. Et je me suis énervée contre elle parce que moi, j'avais l'impression d'avoir fait un grand cadeau. Et en fait, elle me disait sa vérité, quoi. Et donc voilà, pour en revenir à mon départ, ennui, fatigue, et puis je sentais que les choses étaient en train de changer. Et j'avais pas envie que ce soit... J'ai jamais eu envie de me battre. C'est pas me battre. Pour moi, les moments où j'ai travaillé comme une folle, où j'ai je sais pas comment dire, où vraiment... C'était pas une bagarre. J'ai jamais senti ça. D'ailleurs, j'ai jamais non plus adopté cette espèce d'identité girl boss à un moment, quand c'était la mode et tout ça. Ce truc de, je sais pas, comment on appelle ça,
Oui, les girl boss, c'était une figure qui toutes les était choses qu'on vachement mise. disait, voilà, il faut, je sais pas, faut tout défoncer, J'ai jamais été trop comme ça. Et donc voilà, excuse-moi, je me perds un peu. En plus, je me perds un peu avec le français parfois. Désolée. Quand tu as parfois évoqué le mal-être que tu avais pu ressentir dans le milieu de la mode, tu as souvent parlé du fait que, notamment, tu te sentais toujours un peu trop grosse. Ouais. Comment est-ce que tu décrirais le rapport que tu as entretenu avec ton corps depuis que tu es jeune et dans quelle mesure est-ce que ce milieu de la mode a pu l'influencer négativement, ce rapport? Ben, je suis comme beaucoup de femmes, j'ai toujours 3 kilos en trop, des fois 10. Les choses fluctuent beaucoup, mais en gros, quand même, je me trouve dans la glace, je me regarde, je me trouve très belle, toute nue, je suppose comme toi, enfin comme beaucoup de femmes en fait, je pense. On a beaucoup d'amour quand il s'agit de notre rapport intime à nous-mêmes. C'est dans le rapport externe en fait, je pense que c'est difficile. Souvent parce que les vêtements sont pas toujours nos amis. Ça peut être, on a des corps qui sont tous très différents et on essaie de rentrer un petit peu dans les mêmes choses. Et puis évidemment, dans la mode, j'ai même pas besoin d'expliquer, je pense. Je pense que c'est plutôt clair, quoi. Il y a une manière d'être, un type de corps et voilà. Et aujourd'hui, dès que quelqu'un sort un petit peu du cadre, on prétend qu'on le célèbre alors qu'en fait, on lui donne ses 2 minutes et finalement, on retourne exactement aux mêmes formes qu'avant. Mais j'en veux pas à la mode. Je suis pas spécialement quelqu'un qui va essayer de casser les systèmes et tout ça. Vraiment, je suis plus dans la recherche de joie et de... Je suis plus une observatrice, en fait. Je suis pas une activiste, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Moi, mon arme, c'est de prendre du recul plutôt. C'est d'avoir de l'humour. C'est comme ça que ma mission ce que j'imagine que je peux évoquer chez les autres, c'est plus un point de vue sur le monde. Voilà. Donc je trouve pas, moi j'aime comme tout le monde avoir des vêtements sur une fille grande, bien gaulée, tout ça. Et j'adore aussi quand je vois une fille un peu plus ronde, qui est très belle, très bien habillée. Je sais aussi, parce que c'est beaucoup plus difficile d'avoir plein de body types différents dans un défilé. Enfin, je suis très réaliste sur ces choses-là. Et aussi réaliste dans le sens où ça fait des décennies que ça se passe comme ça. Voilà. Et par contre, j'aime pas trop l'hypocrisie. Donc, du coup, parfois, je trouve que ces dernières années, on a vécu dans beaucoup d'hypocrisie par rapport à tout ça. Et c'est pour ça que j'en parle pas trop. Sans spécialement parler de la mode, mais de manière sociétaire, aujourd'hui, on parle beaucoup de body positivisme, de l'importance de s'accepter tel qu'on est, peu importe où on se trouve sur la balance. C'est quoi ton regard là-dessus, à titre personnel? Écoute, moi, j'ai déjà eu un scandale parce que j'ai dit que... je sais plus ce que j'ai dit, mais en tout cas que l'obésité, c'était un émarqueur. Je sais plus ce que j'avais dit. C'était il y a 10 ans ou un truc comme ça. Je me suis pris un scandale dans la gueule. Je sais pas quoi dire. Évidemment qu'il faut s'accepter, mais en même temps, il faut pas que falloir s'accepter devienne une autre injonction. Moi, j'ai essayé de m'accepter avec 10-15 kilos de plus, et c'était un triple souffrance. C'est-à-dire que je souffrais dans mon corps, dans mes vêtements, parce que je rentrais dans plus rien, que j'avais du mal à me reconnaître. Et ensuite, je souffrais évidemment du regard des autres, parce qu'il faut le dire quand même, il n'y a pas... effectivement, on peut s'accepter tout ce qu'on veut. Il y a quand même quelque chose, surtout quand on vieillit en tant que femme, il y a quand même la prise de poids, tout ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Et en plus, je m'obligeais, j'essayais de me forcer à m'accepter. Et comment on dit, j'échouais aussi à ça. Donc j'échouais à être dans le poids que je voulais. J'échouais par rapport à la société. Et en plus, j'échouais par rapport à moi-même. À un moment, c'est ça que j'appelle un peu l'hypocrisie, où je trouve qu'on nous rajoute en fait des couches de falloir. Et à un moment, je me suis dit, bah non, moi je préfère je fais à peu près 63 kilos. C'est mon poids où je me suis toujours sentie bien. Si je fais, je dis ça, on s'en fout, c'est juste des chiffres par rapport à ma taille et tout. Si je fais 62 kilos, 61, je suis bien. Si je fais 68, trop maigre.
Et pour moi, par contre, par rapport à la mode, je serais toujours trop grosse. Il faudrait que je fasse 52 kilos. Voilà. Et par contre, après 65, 70, j'ai fait ces poids-là. J'aime pas, quoi. Je vais sûrement encore me prendre un truc. Voilà, quoi. Non, mais je pense que voilà, tout se dit, en fait. Je sais pas si tout se dit, je pense, mais tu vois, c'est des questions tellement sensibles, tellement compliquées, tellement qui dépendent aussi du moment où on est dans notre vie. Puis de quand on est né, parce qu'en fait aussi, en fonction du monde où on est né, on a accumulé quand même tellement de schémas dans la tête et de constructions que c'est aussi hyper difficile de s'en libérer, quoi. Ouais, mais surtout, encore une fois, on entend des choses et on en fait d'autres. Et moi, c'est ça que j'essaye de ne pas faire dans ma newsletter, qui est maintenant où les gens peuvent me lire. C'est d'être vraiment dans une honnêteté, même si des fois je peux... Enfin, et la vérité, c'est que j'ai pas de scandale et tout ça, comme on dit, parce que je suis juste... C'est simple. Enfin, les choses sont plus simples. T'assènes pas les grandes vérités, tu parles de toi, il y a un truc introspectif, puis il y a toujours beaucoup d'autodérision. Enfin, voilà, exactement. Exactement. Puis j'essaye, je sais pas, je trouve que ça fait plus de bien pour être bien dans sa peau, ça fait plus de bien d'être honnête que de se raconter des histoires auxquelles on croit pas vraiment. Je trouve que c'est ça le mal-être, en fait. Après, que ça vienne des injonctions de la société, que ça vienne de l'époque dans laquelle on est né, que ça vienne des magazines de mode ou des influenceuses de mode, que ça vienne Oui, certes, on vit dans une société qui est compliquée, que ce soit le sexisme, toutes ces choses-là, certes. Maintenant, comment s'aménager quand même une vie assez confortable? On n'est pas en train de se battre contre tout le temps. Moi, ça n'a jamais, ce que je te disais par rapport à mon parcours professionnel, me battre, c'est pas ma joie, en tout cas. Et je pense qu'il y a des gens où c'est vraiment, voilà, il y a différents types de personnalités. Et je peux tout à fait comprendre qu'on peut mettre toute sa vie, ou alors avoir un sujet sur lequel on a vraiment envie de se battre et tout. Mais je pense qu'il faut être assez honnête pour dire, moi j'ai essayé parce qu'à un moment, j'étais très intéressée par tous les sujets je crois que toi aussi tu l'étais dans ta marque, comment on dit en français, sur la sustainability. Tout ce qui est l'éco-responsabilité. Sur l'éco-responsabilité, c'était il y a 15 ans. Et j'ai rencontré beaucoup de gens là-dessus quand j'étais... Pas 15 ans, non, peut-être 10 ans. J'ai rencontré plein de gens pour voir quel pourrait être mon impact, parce que je parlais de vêtements et tout ça. Et quand j'ai réalisé les couches de complications, les couches d'hypocrisie dans lesquelles on vivait, le greenwashing, l'impossibilité, les contradictions dans les discours et ces choses-là, je me suis dit, mais je ne pourrais jamais porter cette bataille. Je ne pourrais pas, parce que tous les gens que j'ai connus, avec qui j'ai parlé et qui m'ont expliqué leur combat, que ce soit des gens très haut placés, qui écrivent des livres et qui tout ça, et qui sont à la télé et qu'en fait, en 3 secondes, on comprend qu'il y a des choses impossibles. Pour moi, c'est trop difficile. Après, il faut des gens comme ça pour porter ces combats et tout ça. Mais je pense qu'aussi être heureux, c'est de savoir qui on est. Enfin, du moins d'être dans la quête de savoir qui on est. Et moi, j'ai reconnu assez vite sur ce coup-là que c'était un fardeau trop lourd à porter. T'as décidé à un moment de partir vivre à Los Angeles. Ouais. Et là, tu racontes avec beaucoup d'humour dans ta newsletter, notamment l'espèce de farandole de thérapeute que t'as vu à ce moment-là. Ouais. Comment est-ce qu'il a pu évoluer ton rapport à la thérapie à partir de ce moment-là et puis peut-être jusqu'à aujourd'hui? Moi, j'ai une mère qui est thérapeute. Elle est psychanalyste, pardon. Donc j'ai grandi, j'ai baigné là-dedans, j'ai des livres de tout le monde dans ma maison qui traînent partout et tout. Ma mère était toujours en train de lire, elle est très passionnée par ça, elle est merveilleuse, hein, d'une intelligence incroyable. Moi ça va. Voilà, je pense que dans la vie, il y a on a des périodes, ça m'a énormément aidée quand j'avais 20 ans. J'ai fait une thérapie merveilleuse, 5 ans, avec un docteur Soussin à Aix-en-Provence, qui m'a changé ma vie, qui m'a dit on se bouge le cul. Et j'ai adoré parce que j'avais un problème de figure paternelle.
et tout ça. Et lui, il a vraiment joué un rôle complémentaire. Parfois, on a besoin de ça. Voilà, il y avait un truc qui manquait et il m'a vraiment aidé à réparer ça. Et après, j'ai eu encore une ou deux thérapies assez positives, enfin, comment on dit, successful, réussi, voilà. Et après, c'était diminishing returns, comme on dit, c'est les retours diminués. C'est-à-dire que je retournais pour essayer de rechercher les mêmes épiphanies que j'avais ressenties au début. Et à chaque fois, ça marchait plus. Alors, je pense que... Après, bon, LA, c'est une autre histoire. Hein. Je suis tombée vraiment dans tout le truc. En plus, je suis arrivée un petit peu au début de tout ça. Bon, j'ai pas trop fait ça, mais Kundalini Yoga, les chamans, l'ayahuasca. J'ai pas fait non plus ça, mais j'ai fait plein d'autres trucs. Et j'avais envie de ça parce que j'étais dans une période, c'était là où je te racontais, j'ai arrêté un peu la mode et tout. J'essayais de faire un enfant, ça marchait pas. Et j'étais très désespérée, en fait, à l'intérieur de moi, parce que j'arrivais vers mes 40 ans et j'étais pas très heureuse, en fait. J'étais en train d'explorer le succès, l'argent. J'ai jamais été riche, enfin, voilà, mais j'étais bien, quoi. Et j'étais en train d'explorer tout ça et j'avais besoin de support. Et puis, j'ai eu un truc, c'est que j'ai pas du tout réussi à bien m'entourer. Donc, en fait, il y a un moment où tout ça s'est... c'est devenu une espèce de problème, de gros problème de mal-être. Et c'est là que j'ai cherché, en fait, dans la spiritualité, dans la thérapie alternative et tout. Alors, j'ai fait une hypnothérapie qui m'a énormément aidée. Donc, c'est pour ça que je critique pas du tout, mais il y a des époques dans la vie, en fait. Des époques où on a envie, des époques où on n'a pas envie, des époques où on va trop loin. Moi, je suis allée trop loin. Voilà. Et c'est vrai que je le raconte avec de l'humour. Donc, j'espère que là, dans ton podcast, je ne veux pas paraître trop, tu vois, trop sérieuse avec tout ça. Parce que vraiment, il faut savoir que c'est un truc qui manque un peu parfois, que j'ai du mal à exprimer sur Instagram. J'ai du mal. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est de rigoler. Mais ça se ressent vachement dans tes newsletters. On y vient parce que donc, tu as fermé progressivement le studio que tu avais à New York. Ouais. Et je t'ai entendu dire que quand tu as tout lâché, c'est là que tu as récupéré ton écriture. Ouais, exactement. Parce qu'à la fin, en fait, donc, il y avait ce blog qui était devenu l'atelier doré, enfin le studio doré. Il y a eu les deux, non? Atelier studio? Non, enfin, pas vraiment. Il y avait atelier. Ouais. Donc, oui, donc c'était le studio qui s'appelait l'atelier, quoi. Et à la fin, c'était moins toi qui écrivais dessus, etc. Ouais. Et donc voilà, donc, après, tu as récupéré ton écriture. Ouais. Tu as lancé cette newsletter. Ouais. D'abord gratuite, mais qui est rapidement devenue payante. Ouais. Et encore à l'époque, tu étais de nouveau une des toutes premières à te lancer en newsletter payante. Ouais. C'est fou. Est-ce que tu te rappelles de ta démarche à l'époque? Comment tu te sentais quand ça s'est passé? Quand tu as peut-être repris en main, ou en tout cas recréé ce lien qui était hyper important pour toi depuis le début avec tes lectrices Ouais. En fait, ce qui s'est passé, ça t'expliquera un petit peu la démarche de la newsletter. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a un moment, sans que il y a eu un glissement, c'est-à-dire que j'étais trop connue. Et comme j'aime raconter que la vérité, je n'avais plus aucune protection. Tout ce que je disais était retenu contre moi. Tout le monde lisait mes trucs, et encore aujourd'hui, en se disant que je parlais d'eux, ou que j'étais en train de faire une référence à quelque chose, alors que pas du tout. Je suis très très forte pour tisser vraiment le fil, et je crois pas faire trop de bêtises avec ça, parce qu'effectivement, je raconte ma vie, et c'est pas du passé, c'est souvent très frais et tout ça. Donc, il y a des personnages et tout ça, je les nomme pas évidemment, mais... Et puis tout était interprété et tout ça, et je me suis sentie prisonnière en fait, et du coup petit à petit, progressivement, j'ai arrêté d'écrire. Et puis à un moment, on a arrêté le studio, et donc Atelier Doré, et j'ai rien fait pendant pas très longtemps en fait. Mais ça m'a semblé une éternité. Mais si tu veux, j'ai arrêté d'écrire, et après, on a arrêté. Donc, il y a eu peut-être 2-3 ans où j'ai perdu le contact.
Je pense qu'on avait tous à cette époque, enfin, peut-être que toi, t'es trop jeune, mais cette idée que Instagram allait remplacer l'écriture, les blogs et tout, on a tous essayé d'écrire sur Instagram. Quelle catastrophe. C'était très difficile. Je te donne un exemple. Tu me posais des questions par rapport à la thérapie. Il y a un jour où j'ai fait une photo, j'étais en Corse. Justement, j'étais dans ce moment où j'avais pris du recul, j'étais avec ma famille. J'écrivais plus, j'ai rien fait pendant un moment, je glandais, j'aime bien glander aussi. Je faisais du yoga à Los Angeles, c'était bien. Et à un moment, j'ai posté cette photo et j'ai parlé du fait que j'avais fait une dépression, parce que j'ai fait une dépression dont j'ai parlé aussi, je crois, dans ma newsletter et tout ça. Ouais. Et j'ai fait un post sur Instagram. Et j'ai eu des millions, enfin, je sais pas, tellement de likes et tellement de commentaires. Et je me suis dit, j'ai vu tout de suite l'abysse. Tout de suite. Et ça, je pense il y a des trucs, je pense que je suis pas un génie sur plein de trucs, mais par contre, je comprends quand même ces choses-là assez vite. Je me suis dit tout de suite, fais attention, ne fais pas ça. Instagram, c'est pas un média pour ça. Tu vas devenir accro au malheur. Parce que les gens... C'est pas que les gens aiment le malheur. Hein, parce que mon mariage aussi, à un moment, j'ai posté, j'ai eu énormément mais dans un moment où on est tous en train un peu de se chercher une identité online, moi, il y a eu des écueils dans lesquels j'ai pas voulu aller. Et du coup, tous ces moments m'ont fait peur, en fait. Donc, je fais attention sur les médias sociaux aussi puissants qu'Instagram. Substack et les newsletters, c'est quand même un rapport très différent. Ouais, peut-être que tu te sens plus safe parce qu'à partir du moment où les gens ont payé... Après, ah ben bien sûr. Oui, voilà. Donc, en fait, la démarche a été ça. Et donc, quelques années plus tard, Covid commence... Moi, c'était très drôle parce que c'était vraiment, si tu veux, ça a été comme si on éteignait les lumières de mon ancienne vie petit à petit. Donc, d'abord, j'ai éteint tout doucement la lumière de mon écriture. J'écrivais beaucoup moins. Ensuite, j'ai éteint la lumière d'aller au défilé. Donc, petit à petit, tu vois, ça s'est fait en 2-3 saisons. Au début, j'y allais plus qu'au défilé que j'aimais bien. Et puis après, je me suis dit, en fait, est-ce que j'aime tant y aller ? Et puis, j'ai arrêté ça. Ensuite, on a éteint la lumière de l'Atelier Doré. Il y a eu plein de choses comme ça. J'ai éteint la lumière de New York, je suis allée à LA. Et à un moment, j'étais toute seule dans mon salon et avec personne qui m'appelait. J'ai arrêté tous les agents. J'avais des agents. À un moment, j'ai dit, j'ai plus envie. Je le fais plus. Et je sais pas ce que je ferai plus tard, mais j'arrête. Et à un moment, c'était le grand calme. Il n'y avait plus rien. Et c'était trop bien. Vraiment, c'était trop bien. Encore aujourd'hui, parfois, j'y pense et je me dis, oh là, si j'arrêtais tout encore. Alors que je suis même pas au redébut d'avoir... Enfin, c'est trop drôle, quoi. Et dans ce calme, j'ai enfin pu entendre cet appel, qui est l'appel de la simplicité de mon écriture, en fait. Et de mon rapport avec... mon public, ou je sais pas, mes lectrices, enfin je sais pas comment on dit. Et du coup, je me suis dit, je vais faire... Et puis surtout, je sais pas si j'ai assez exprimé la joie que j'avais à être toute seule devant mon ordi, à faire mes trucs toute seule. Mes dessins, mes photos, mon Photoshop, mes postés, faire mes... Je veux dire, il faut quand même en parler de ces choses-là. Nous, les influenceurs et tout ça, il faut en parler de cette joie-là. Et du fait que grandir plus grand, parfois, c'est pas la joie. Quand on commence à déléguer, que c'est plus moi qui fais les photos, que je donne que des ordres à droite, à gauche, j'étais pas heureuse comme ça, quoi. C'est très compliqué, ce truc. Et d'ailleurs, un de mes exemples, tu dois le connaître, il s'appelle Mark Manson. Il est génial, c'est celui qui a écrit The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Je sais pas comment ça a été traduit en... L'art de s'en foutre, moi je connais pas la traduction. Bon, ça s'appelle The Subtle Art of... Ouais, l'art de s'en foutre. Ouais. Et ce livre est génial, il faut le dire. Des fois, il y a des livres de développement personnel qui sont vraiment géniaux. Le mec est top. Il a tout fait. Alors lui, c'est pas une explosion, c'est le best-seller des best-sellers encore aujourd'hui et tout, machin. Il est plus jeune que moi. Il a explosé. Il a eu un show Netflix, tous les trucs que moi, des fois, j'imagine, tiens, peut-être que je vais faire ça et tout. Et il a tout fait et récemment, il a relancé un podcast, il se cherche là. Et il a dit, mais moi, en fait, ce que j'aime, c'est ce que je faisais au début. Il dit, je veux pas écrire plus de livres,
C'est pas pareil. Et en fait, c'est cette noblesse. Au début, tu me parlais, les gens se moquaient de moi et tout, parce qu'on considérait qu'être online, les blogs, tout ça, c'était pas noble. Que donc, en fait, le futur pour moi, ce serait soit d'avoir un show télé, soit d'être directrice d'un magazine. Que là, en fait, j'aurais enfin atteint. Je sais pas comment on dit, quoi, toucher mes lettres de noblesse ou quoi. Encore une fois, je m'excuse vraiment, pardon pour le français. Alors qu'en fait, là, on est bien dans ce qu'on fait, quoi. D'ailleurs, tu es un peu revenu avec ta newsletter. Évidemment. Ouais. Moi, c'est ça qui me plaît. Et ce serait dommage d'aller essayer de chercher l'approbation dans le regard de l'autre, de mon image, tout ça. Après, je vais écrire un livre parce que c'est bien, c'est quelque chose qu'on me demande et puis c'est chouette aussi. Mais mon but, c'est pas qu'on me dise Garance Doré, écrive. Enfin, je sais pas quoi. Voilà, je m'en fous. Donc, tu as déjà écrit un livre en 2015 qui s'appelait Love, Style, Life, qui était un New York Times best-seller quand même. Ouais. Et je t'ai entendu dire, et tu le lis là, et quand tu dis je veux pas qu'on me dise Garance écrivaine, machin, t'as dit que tu t'es décrite comme étant une écrivaine mineure. Il me semble. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Est-ce que c'est une manière pour toi de faire un peu d'autodérision, pour pas te prendre trop au sérieux là-dessus ? Parce qu'en réalité, c'est quand même ton métier, c'est d'écrire. Ouais. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, si tu veux, le fil de ma vie, c'est mon écriture. Et le fil de ma vie, parce que moi, je voulais être illustratrice. Après, j'ai été photographe. Je pense que j'ai la même facilité dans l'écriture que j'ai dans la photo. C'est-à-dire que c'est comme respirer pour moi. Il y a vraiment aucun... je sais que c'est juste. Tu vois, en photo, je suis géniale. Vraiment, j'aurais pu devenir une grande photographe, je le dis, je le sais. Mais j'ai arrêté énormément de jobs de photographe. Voilà, je commençais à vraiment faire les plus gros jobs et tout ça. J'aurais pu devenir Mario Sorrenti, je le sais. Voilà, ça m'a pas plu parce que, à cause du lifestyle, on peut en parler. C'est mon côté healthy où j'ai dit non, mais ça va pas être possible. L'écriture, c'est encore plus parce que je peux le faire de n'importe où et je le compare souvent à l'illustration. L'illustration, je peux faire des dessins, je peux faire des choses jolies, mais je suis pas une illustratrice. Tout est difficile pour moi. C'est pour ça que j'ai arrêté très tôt de le faire commercialement. J'aime pas travailler avec des clients, ça me saoule. Mais l'écriture non plus, hein, mais bon, l'illustration encore plus. Parce que j'essaye de faire quelque chose qui est un peu hors de moi. Dans l'écriture, j'ai toujours tenu à ne pas me mettre de stress. J'ai pas envie d'avoir l'impression... d'essayer d'être littéraire. C'est vraiment la dernière chose que je veux faire, c'est ça. Je veux écrire le mieux possible, pouvoir transmettre mes idées du mieux possible, mais je veux rester vraiment dans ma simplicité. Moi, ce qui m'intéresse finalement, c'est pas tellement le médium en lui-même, c'est ce qui se passe, c'est la connexion avec les gens. Et je pense que pour ça, il faut pas que je m'embarrasse trop de je sais pas, d'intellectualisme, ça m'emmerde. Mais pour le coup, j'ai relu la quasi-totalité de tes newsletters pour préparer cette interview. C'est vrai ? Et franchement... c'est fou le travail, quoi. C'est génial, bravo. C'est un travail qui est plutôt agréable à faire. Ouais, mais bon. Non, franchement, et je tiens à le dire à ce micro, et c'est totalement sincère, c'est vraiment, je me poilais toutes les 30 secondes. C'est vrai ? Et vraiment, et après, évidemment, c'est extrêmement drôle. Et puis, t'as, sous l'autodérision et l'humour, etc., les questionnements sont vraiment profonds. Oui. Donc, j'invite tout le monde, très sincèrement, à s'abonner à ta newsletter sur Substack. Oui, non, mais c'est vrai. Et puis surtout, ce que j'espère, tu sais, Jessica, pour moi, on n'en a pas encore beaucoup parlé, c'est d'avoir une pensée originale. Voilà. Parce que moi, je m'ennuie énormément. Je trouve que beaucoup de gens, tous répètent la même chose. C'est très bien, mais j'essaye de penser par moi-même. Et je pense que c'est l'une de mes grandes forces, en fait. C'est que souvent, je dis des choses et que les gens me disent « Oh, j'avais pas pensé à ça comme ça ». Pour moi, c'est ça, le talent. C'est pas forcément dans la manière d'amener les choses, dans la fioriture et tout ça. C'est vraiment est-ce qu'on aide les gens et soi-même, hein, parce que moi je me pousse dans mes retranchements aussi pour essayer de me dire est-ce que vraiment t'as exploré cette idée ? Est-ce que ça c'est vrai ? Et de surtout pas répéter des choses que j'entends juste parce qu'elles ont l'air. Souvent je fais ça quand on voit beaucoup de quotes, comme on dit, des citations. Et c'est bien de se demander, quand on lit une quote, comme c'est 3-4 mots, que ça sonne bien, souvent on se dit « ouais !» Et puis en fait, tu réfléchis, tu dis « ah non, mais pas du tout, en fait, ça marche pas !» Tu vois ? Et encore une fois, je tiens vraiment à souligner que j'ai deux
immense coach dans ça, et c'est ma mère et ma sœur, parce que c'est vraiment, on fait ça tout le temps. On dit, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que voilà. Et c'est un peu, tu connais, il y a une nana, comment elle s'appelle? Byron Katie. Ah, je connais pas. Ouais, bon, c'est pas trop mon truc, mais je sais pas si tes auditeurs vont connaître. Très connu, c'est sur les 3 questions, en fait. Is that true? Ah oui, tu répètes plusieurs fois. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, je le fais pas, mais c'est un peu cette idée. C'est de se dire, est-ce que c'est vrai? Pourquoi je me sens... je sais pas, comment se sentir dans la vérité? Ouais. Tu as évoqué rapidement le parcours de fertilité qui a été le tien, en tout cas les problèmes de fertilité que tu as eus. Est-ce que tu veux bien en parler un peu plus et expliquer quel était ton cheminement, même autour de la maternité Oui, je suis quelqu'un qui a toujours été entre les deux mondes. Celui de vouloir être mère et celui de vouloir ne pas être mère. Donc, et je le suis toujours, et je pense que je le serai toujours. Et que c'est une position dont on parle pas assez souvent et qui est absolument compliquée au possible. Surtout qu'en fait, la vie m'a pas laissé vraiment le choix. Enfin, si, la vie m'a laissé le choix, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement de possibilités, et moi, je suis pas du tout... j'ai aucune morale là-dessus. Je pense qu'on fait ses enfants comme on en a envie. Donc, voilà, que ce soit tout ce qui se passe en ce moment au niveau de la reproduction et tout ça. Donc, je savais que si je voulais vraiment un enfant, j'aurais pu. Mais... Et que si demain j'en veux un, moi j'ai une copine qui vient d'avoir un enfant à 56 ans. Voilà, il y a quelque chose comme ça où cette espèce de liberté que... Alors évidemment, hein, il y a toujours des questions avec tout. C'est une grande discussion sur à quel âge, quelle est la limite, qu'est-ce qu'on fait en ce moment avec tous ces... l'ADN et toutes ces choses-là. Mais... là, je sors, en fait, là, tu vois, j'ai eu 50 ans, je sors quand même d'une période de 10 ans de deuil. Et le deuil, il est par rapport à l'enfant qui n'est pas là, évidemment. Il est par rapport à mes choix de vie. C'est-à-dire, ce choix s'est imposé à moi d'une manière un peu physique, parce que j'ai quand même fait une IVF qui n'a pas marché, mais en même temps, j'ai des amis qui en ont fait 10 avant que ça marche. Moi, j'ai arrêté à 1. Donc, on voit bien qu'en fait, ma démarche, elle n'a pas été extrême, pas du tout. Elle a été très légère. Donc, mon désir d'enfant, de la même manière, il a été très léger. Et finalement, la vie a un petit peu décidé pour moi. Je suis en train de... Et alors, ce qui a été... Donc, j'ai fait le deuil de cet enfant, mais plus, en fait, et je sais pas comment ça reflète sur moi, mais en tout cas, plus, en fait, de la femme que je ne serai jamais. Et la mère. Et j'ai beaucoup souffert du regard de la société là-dessus, même si c'était un regard imposé, parce que finalement, on est très libre, en fait. Souvent, les injonctions, elles sont à l'intérieur de nous. Et encore une fois, j'ai été incroyablement soutenue par ma mère et ma sœur, qui sont toutes les deux mères plusieurs fois, et qui m'ont toujours dit, mais arrête de te faire des films, c'est bien d'être maman, mais ta vie est géniale, arrête, quoi. Qui m'ont beaucoup, beaucoup aidée là-dessus. Qui m'ont dit, tu sais, les enfants, c'est parfois une prison aussi. C'est merveilleux. Mais... Donc, j'ai eu des voix comme ça dans ma vie qui m'ont vraiment beaucoup aidée. Et moi, je me suis autorisée à en parler sans en faire mon identité. Toujours, j'essaie de faire ça. Je t'en ai déjà parlé tout à l'heure. À me laisser... Tu sais, souvent, les femmes qui n'arrivent pas à être mères ou qui ne veulent pas ou qui... pour se convaincre, il y a beaucoup de trucs sur Instagram où c'est genre, oui, moi j'ai pas d'enfant, je passe ma vie à voyager, tout ça. Alors je leur en veux pas du tout, parce que ça peut être un truc... Alors soit c'est juste parce que c'est exactement comme elles voient la vie et grand bien leur face, soit parfois c'est peut-être parce qu'il y a de la douleur et un besoin vraiment de donner une image de soi au reste du monde qui dit, mais moi je suis très heureuse sans enfant. Ce que je comprends, parce que c'est difficile d'être une femme qui n'est pas mère. La maternité est quand même très valorisée, beaucoup moins en France quand même. On est plus libre, je trouve, en France d'être mère ou de ne pas être mère, mais aux États-Unis, c'est vraiment un symbole de réussite. Hein, d'être mère, ça fait partie c'est quoi des cases à cocher. Les 3, le trifecta de l'amour, donc trouver un mari, avoir des enfants et avoir une carrière.
Donc quand on a échoué, ou du moins on n'a pas rempli l'une des cases, c'est difficile. Donc, mais par contre, j'ai jamais voulu faire ça. Le child-free joy et tout ça, j'y crois pas à tout ça. Je crois que c'est la magie de la vie, c'est que la maternité, d'être mère, c'est merveilleux, mais c'est aussi une loterie. Qu'on gagne des choses, mais qu'il y a des grands moments de solitude sur lesquels je trouve que je connais pas beaucoup de... Je trouve qu'on n'a pas encore trouvé les mots pour décrire ces choses-là. Parce qu'il y a encore beaucoup de honte à dire j'ai des moments dans ma maternité où j'ai pas envie. Alors ça commence, mais... Ouais, la parole se libère doucement. La parole se libère, mais les mots sont encore difficiles à venir pour exprimer toutes ces choses très contradictoires. Donc, et moi, de la même manière, en tant que non-mère, d'essayer d'exprimer le mélange de joie et puis aussi de vivre avec un regret. Parce que on dit souvent, quand on est jeune, on dit « Ah non, il faut absolument avoir des enfants, tu auras des regrets plus tard. » Mais vivre avec des regrets, c'est pas une mauvaise chose non plus. On a tous des regrets sur des choses, quoi. Et puis, c'est pas forcément... Ah, j'aurais dû faire ça. Moi, encore une fois, j'aurais peut-être pu faire ça. C'est quand on fait un choix, il y a toujours un côté génial, parce que c'est le choix qu'on a, et il y a toujours le côté, et il faut arriver à prendre les deux. Donc, je suis dans cette... encore une fois, je suis pas très blanc et noir, quoi. J'existe un petit peu entre toutes ces choses. Mais moi, j'adore justement que tu mettes de la nuance comme ça, parce que, pour le coup, même moi, ma génération, on est quand même nombreuses à se poser la question, et moi la première, c'est pour ça que ça m'intéresse vachement. Et en fait, t'as l'impression qu'il faut totalement se positionner d'un côté ou de l'autre. Donc, t'as celles qui sont sûres de vouloir être mère et machin, et c'est merveilleux. Et du coup, ok, la parole se libère un peu, mais globalement, c'était quand même... C'était de toute façon une espèce de destin de vie, quoi. Et de l'autre côté, celles qui n'en veulent pas, déjà, il y a un truc un peu... c'est quand même très égoïste. Et du coup, j'ai l'impression que celles qui n'en veulent pas ou n'y vont pas se sentent obligées, effectivement, de prêcher une parole autour de ça, comme si t'étais 100% sûre, et 100% genre, non, mais ma vie, elle est tellement géniale comme ça, seule. Oui, oui, il y a plein de parties géniales, mais tu vois aussi des choses à côté de quoi tu peux passer, mais en fait, dans les deux hypothèses, quoi. C'est ça, exactement. Et c'est d'arriver à vivre avec ça, à se dire... je connais aussi des amis qui ont tout donné à leurs enfants, tout ça, qui ont eu énormément de joie et tout ça, mais qui n'ont pas eu de carrière. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très, très difficile aux yeux de la société. J'ai des copines, on leur demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Donc, je trouve qu'il y a plein de nuances comme ça et qu'il faut apprendre, ou pas apprendre, mais en tout cas être plus confortable avec l'idée d'assumer, de dire, bah oui, il y a des choses, j'ai définitivement passé à côté. Quand je vois mon rapport avec ma mère et elle qui est entourée de ses enfants, je trouve ça merveilleux. Alors, bon, moi, je l'ai en tant que fille, donc c'est quand même génial. Puis j'ai mes neveux, j'ai des choses comme ça. Mais je vais pas non plus me raconter que c'est la même chose d'être mère et d'avoir des enfants autour de soi. C'est complètement différent. Donc, c'est d'arriver à exprimer ça, pour moi-même d'abord. C'est pour ça que j'en parle non plus pas énormément dans ma newsletter. Ça vient, mais je veux que ce soit quelque chose qui fasse partie de moi et qui soit pas un espèce de sujet comme ça, voilà. Et de se dire, on peut être très heureux en ayant des choses qu'on n'a pas vécues. On peut appeler ça des regrets, on peut appeler ça un manque, on peut appeler ça tout ce qu'on veut. C'est ça que je veux dire. Parfois, en fait, arriver à dépasser des choses, c'est arriver à trouver les bons mots. Et tant qu'on n'a pas trouvé les mots, ben voilà. Et je trouve qu'en tant que société, on est en train de chercher les mots pour ça. Ils n'existent pas vraiment. Peut-être que j'aiderais un petit peu à les trouver avec ce discours un peu plus nuancé. Mais effectivement, j'ai une vie de liberté. Souvent, les gens me disent « mais t'es la reine de la réinvention ». Et bah oui, mais j'ai pas d'enfant. C'est facile de se réinventer, de quitter l'Angleterre, d'aller par-ci, par-là. Alors, c'est pas du tout des choix que j'ai faits parce que j'avais pas d'enfant. Mais effectivement... il y a beaucoup de questions que moi, j'ai pas besoin de me poser. Donc ça, c'est les côtés peut-être positifs. On peut dire que c'est positif, on peut aussi dire que c'est négatif. Moi, parfois, quand mon mari devient... Et puisqu'il est tout le temps par Mons et par Vaux, je me dis, ah là là, si j'avais des enfants, je pourrais être posée et avoir une raison. Parce que souvent, il me dit, mais viens avec moi. Et je lui dis, mais non, je veux rester... Il me dit, mais pourquoi? J'ai des enfants. Et voilà, j'ai des enfants, je suis obligée de rester. Donc voilà, j'espère que j'arriverai, je vais écrire, donc je pense pas que sur ce sujet, mais je pense que ça m'aidera vraiment à chercher ces mots-là. Et aussi quand même rassurer les femmes plus jeunes que
vraiment, la vie est géniale, quoi. La vie, c'est ce qu'on en fait. Enfin, je veux dire, c'est la joie, on la crée. Voilà. Et vraiment, il y a pas d'autre. Enfin, moi, j'ai un peu d'expérience de la vie quand même à 50 ans et que c'est un choix d'une attitude, quoi. Vraiment. Et que donc voilà, on peut ne pas être mère, on peut être mère et on peut être misérable des deux côtés et on peut être très 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 heureuse des deux côtés. J'ai reçu Delphine Plisson à ce micro et il y a une question géniale qu'elle posait à toutes les personnes qu'elle recevait en entretien d'embauche pendant toute une partie de sa vie et que je pose désormais à tous mes invités, donc je vais te la poser. Si demain matin, tu n'as aucune contrainte, ni matérielle, ni familiale, ni culturelle, ni sociale, ni financière, qu'est-ce que tu fais de ta vie ? Non, j'aime pas. Moi, je veux pas avoir aucune contrainte déjà. C'est une bonne question, effectivement. Bon, je ferai la même chose et je voyagerai en first. Très bien. Comment est-ce que tu décrirais ton rapport à la nourriture ? J'ai des passages. Parfois, enfin, j'adore la nourriture, hein. Mais les restos, ça m'emmerde un peu. Donc, j'ai trop fait là. La culture j'aime bien les choses très simples, en fait. Si tu me demandes mon goût, j'aime mon dernier repas, c'est un poisson grillé. J'aime les choses simples. En fait, c'est un peu comme moi, quoi. J'aime les choses assez limpides, assez simples. Les goûts, je viens du Sud, hein, donc les tomates, les courgettes, la ratatouille, je sais pas, quoi. Ça, là, voilà. Les choses coupées très fines. La menthe, j'adore la menthe. J'aime le sucre, très marocaine. Il faut que je fasse attention à ça. Mais j'ai aussi c'est mon rapport avec la nourriture. Ouais, tu peux l'entendre de manière très large. Ouais, la voilà. question, mais... Alors ça, c'était mes goûts. Après, la nourriture, pour moi, c'est un refuge aussi, quand ça va pas. Est-ce que tu as l'impression de manger tes émotions parfois ? Avant, là, ça va mieux. Ouais. Quel est le plat qui te sauve de tout ? C'est genre, si ça va pas bien, qu'est-ce que... Si ça va pas bien, j'aime bien quand ma mère me fait les lentilles, mais la dernière fois, maman, tu m'as fait les lentilles, elles étaient pas aussi bonnes. Donc, il faut qu'on en parle. Non, je sais pas, quelque chose cuisiné par ma mère. Ou mon père, c'est un chef, il est génial. Ouais. Et comment est-ce que tu décrirais ton rapport à l'ivresse ? Très, très bon. Ça veut dire ? Ça veut dire que je suis pas une addict dans rien, enfin, à part la bouffe. Et que du coup, je peux profiter de tout. Je peux fumer une cigarette, je peux boire un verre de vin. Voilà. Donc, j'irai pas plus loin après sur les drogues et tout ça, parce que j'ai fait à un moment, quand j'étais jeune, comme tout le monde, mais j'ai jamais eu de problème. J'ai plus profité des choses avec vraiment une grande joie. Je parlais la dernière fois avec des copains qui font, tu sais... tout ce qui est hallucinogène et tout. Maintenant, on appelle ça de la thérapie et tout ça. Et moi, quand j'avais 20 ans, je faisais des rave parties et tout ça. Donc, j'avais essayé ces trucs-là. J'avais trouvé ça merveilleux. Et j'avais appris énormément sur moi. Et ça m'avait vraiment bougé des choses à l'intérieur de moi. J'ai jamais pu en parler, évidemment, parce que c'est trop compliqué d'en parler. Maintenant, c'est bien parce que comme les gens le font de manière thérapeutique, on peut avoir une approche là-dessus. Parce que, par contre, la raison pour laquelle j'en ai pas jamais parlé, c'est que j'étais la seule, je pense, je réfléchis, l'une des seules en tout cas à avoir un rapport aussi sain avec ça. C'est-à-dire que c'est très difficile, mais pour moi en tout cas, j'ai un très très bon rapport, mais j'ai pas besoin vraiment justement d'être... Vraiment, je te jure, c'est pas des conneries. Moi, ce que j'aime, c'est me marrer avec mes copains, mon mec. C'est tout. C'est dire des conneries toute la journée, en fait. C'est ma grande joie. Voilà. Tu viens de réemménager à Paris ? Ouais, plus ou moins. Maroc, Paris. Ouais. Après avoir habité dans le Somerset, en Angleterre ? Ouais. Alors, qu'est-ce qui a présidé à ce processus de décision entre Paris et le Maroc ? Absolument rien, comme d'habitude. Aucune stratégie. Au contraire, c'est de l'anti-stratégie, ce que je fais. Tu sais, tout à l'heure, tu me disais oui... genre, tu sais, est-ce que tu t'es battue et tout ? Alors, pas du tout. Non, c'est... j'ai suivi, en fait... C'est pour ça que parfois j'ai des éditeurs qui m'appellent pour écrire des livres de développement personnel et je dis non mais je crois que vous avez pas bien compris en fait. Non, mais toi c'est l'anti-gourou.
Ouais, mais Je me vraiment. présente pas du tout comme une gourou. Ah non, Genre, surtout pas. Voici mon grand mess de ma vie. Tu sais, voici le bordel. Mais Et non. voici comment je navigue dedans, quoi. Ah ouais, non, mais c'est ça, parce que C'est la pour vie, ça que tout le monde ça. adore te suivre aussi. Bah, c'est ça, moi les gourous, tu vois, déjà je les connais et je connais leur vie, tu vois. Donc il faut quand même savoir ces choses-là. Je pense qu'on le sait tous, mais c'est une catastrophe, ces conseils-là, que ce soit les nutritionnistes, que ce soit tout le monde, quoi. À un moment, il faut... Bon, après, il y a du business à faire, donc moi je les sais très bien. Mais bon, c'est pour ça que j'ai arrêté mon podcast, tu sais. Comment ça ? J'en pouvais plus en fait, parce que j'étais partie dans un truc où je demandais aux gens, on me donnait beaucoup de conseils et tout, et puis après je me rendais compte que ça collait pas derrière, tu vois. Dans tes invités, tu veux dire ? Ouais, mes invités, pardon. Ouais. Il y avait un truc où je trouvais qu'il y avait, encore une fois, j'étais partie en fait parce que mon podcast marchait bien, c'était l'un des premiers podcasts, encore une fois. Je l'ai commencé, ça existait pas, je disais podcast, les gens ils savaient pas ce que c'était. Et donc, j'ai été très conne parce qu'en fait, j'ai commencé à avoir des invités, tu vois, connus. Ouais. Et j'ai commencé à partir à la quête des invités connus. Non, mais n'importe quoi. Je le referai plus jamais. Et du coup, souvent, ils ont quelque chose à te vendre. Tu vois, là, aujourd'hui, moi, j'ai rien... Puis leur parole est beaucoup moins libre. Abonnez-vous à ma newsletter, bien sûr, mais j'ai rien à te vendre. Vraiment, en fait, au plus, moi, de ce que je vois là, c'est qu'au plus les gens sont connus, au plus ils veulent te vendre leur truc, évidemment. Bah ouais. Au plus, et puis au moins leur parole est libre, et on comprend pourquoi, parce que comme toi à l'époque, ce que tu disais, après la moindre phrase va être reprise, décortiquée et utilisée contre la personne, donc je comprends tout ça. Mais c'est vrai que du coup, c'est pas, enfin, pour avoir un podcast de qualité, c'est pas la meilleure stratégie, quoi. Non, c'est ça, mais c'est surtout que je m'ennuyais en fait. J'avais l'impression de servir la soupe, comme on dit en France. C'est une expression qui n'existe pas en anglais et que je trouve absolument géniale. Ouais, qui est trop géniale. J'avais l'impression d'être là. Ah oui, bien sûr. Ah oui. Tu vois, alors qu'en fait, je savais quand même que il y avait beaucoup de bullshit, quoi. Bref, c'est pas très grave. Non, mais moi, j'aurais pu faire des choses, en tout cas. Qui m'aurait valu énormément plus de succès, tel que partir dans un truc trip gourou, tout ça. Mais encore une fois, ma ligne, ça aurait pas marché en fait. J'ai vraiment un côté trop vrai. Et parfois, c'est pas bien. Hein, il y a plein de moments où j'aimerais avoir plus de... arriver à plus me voiler, arriver à être plus... voilà. Parce qu'il est vrai qu'il n'y a aucun filtre sur ton visage. Non, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que tu peux pas faire semblant. Non, si tu t'ennuies, si tu vois... Non, c'est ça, exactement. Ouais, non, je sais. C'est bien. Qu'est-ce que c'est pour toi, l'amour ? Je sais pas. En fait, là, je suis dans ma première vraie histoire d'amour. Donc, t'as été fiancée en tout 3 fois ? Ouais. Enfin, il y a eu des attentes, comment on dit, attempts, des essais de fiançailles. Mais t'as été vraiment fiancée 2 fois alors, non ? J'ai été fiancée 2 fois et... Et là, tu t'es mariée ? Là, je me suis mariée. Avec un homme, je le dis parce que on aime toujours ça, mais que tu as rencontré sur une application de rencontre. Ouais. Raya pour la cité. Ouais. Ce que je trouve assez génial quand même. Ouais. Et donc là, tu dis que pour toi, c'est ta première vraie histoire ? Ouais, la première fois où je me sens vraiment aimée. Waouh. Ouais. Et moi, j'aime. C'est-à-dire, j'aime, je désire, j'aime, je suis bien. Il me fait chier, hein, c'est normal, hein, les hommes. Mais je le regarde et je me dis, il n'y a aucun doute. Voilà. Et ça, tu penses que c'est lui ? Ou est-ce que c'est aussi toi, le travail que tu as fait sur ce que tu attends de l'amour, sur ta manière d'apprendre l'amour ça... Bah, c'est les deux. Ouais. C'est les deux. C'est ça, en fait, la vie. Hein. C'est qu'on aimerait... qu'il y ait des réponses faciles, mais c'est des milliards de choses. C'est des décisions. Lui, il est merveilleux, pour moi, hein, pas pour tout le monde, évidemment, mais on a des choses qui collent. Une espèce de grande... déjà, il est très drôle, donc on rigole beaucoup. Puis, je sais pas, il a une honnêteté, il y a quelque chose, quoi, comme ça. Par contre, lui, il est acteur, il arrive bien à se masquer. C'est marrant, hein, la chose que moi, j'arrive pas du tout à faire. Même dans l'intimité ? Ouais, c'est possible. Et il faut vraiment que je trouve le chemin. Enfin, pas... Mais par contre, quand on a des problèmes ou qu'il y a des choses... Oui, c'est un acteur. Les acteurs, c'est un certain type de gens, quoi. Enfin, ils ont des côtés géniaux et ils ont des côtés qui sont
pas toujours facile. C'est normal. Moi aussi. Enfin, voilà. J'ai enfin la maturité de comprendre que l'amour est une décision, le commitment, comment on dit commitment en français ? L'engagement. Voilà, l'engagement, s'engager avec quelqu'un. C'est une décision. Il y a plein de choses, plein de facteurs. Plein de facteurs. Et tu sais, j'ai été célibataire pendant 1 an. Je sais que c'est pas beaucoup et tout, mais j'ai compris que j'étais une catastrophe internationale, qu'il fallait pas que je sois célibataire, quoi. Dans quel J'allais sens ? à ma perte. Je veux dire, c'était Dans quel une sens ? catastrophe. Mais j'étais désespérée, quoi. Tu te sentais misérable Mais d'être non, seule mais ou de... désespérée, c'est-à-dire je savais plus du tout où donner de la tête, je me faisais rejeter, enfin en plus à 40, que j'ai date ou comment on dit date. Oui, on dit date. Ah, ouais. À 44 ans, c'est le pire âge, tu vois, où genre les gens savent pas du tout comment, oh là là, elle va vouloir faire des enfants très vite, ou alors, oh là là, elle est trop vieille, ou alors, oh là là, il y avait tout un truc comme ça, laisse tomber. En plus, à LA, mais j'étais tellement désespérée, quoi. C'était horrible. Donc désespérée, ce que je veux dire, c'est que je tombais amoureuse de n'importe qui. Et moi, quand je suis amoureuse, je suis très passionnée. J'étais en déséquilibre complet. Non, moi, j'aime bien avoir quelqu'un dans ma vie. Et ça, c'était une énorme réalisation. Parce qu'avant... Donc, tu vois, c'est des trucs de maturité qui peuvent pas tellement arriver. Enfin, moi, je connais des gens très jeunes qui sont matures, mais moi, c'était pas le cas. Moi, je suis jeune âme. Tu sais, les gens, ils disent oui, old soul et tout ça. Moi, c'est pas du tout. Il faut que j'apprenne tout dans la vie, et pour apprendre, il faut que je me casse la gueule. Donc, voilà. Que te disais-je grâce à cette année de célibat catastrophique, j'ai appris. Donc en plus, les one night stands, c'est pas du tout mon truc. Je tombe amoureuse du premier venu, mais vraiment. Après, aux États-Unis, ils font pas trop ça, si. Il y a pas toutes ces règles méga différentes. D'ailleurs, t'avais consacré un épisode de podcast, parce que j'ai aussi répété toutes ces épisodes de podcast, Garance, où tu parles des différences dans le dating entre les US, enfin les États-Unis et la France. Ouais. Et tu disais que pour le coup, là-bas, c'est tellement codifié que c'est pas non plus légion de coucher ensemble le premier soir, si. Après, ça dépend. T'as différentes approches, quoi. Ouais. Okay. Ouais, donc voilà, donc tu l'as très mal vécu, et donc à un moment donné, tu l'as rencontré lui, tu t'es dit peut-être que lui, il est bien, quoi. Non, je suis partie comme tous les autres en mode désespérée, sauf que là, ça a marché, en fait. Je lui dis souvent, tu vois, je lui dis non, mais on était désespérés. Lui, ça faisait 5 ans qu'il était célibataire. 4 ans, je crois. Il me disait c'était une grande catastrophe pour lui aussi. Il était en Nouvelle-Zélande, genre il y avait le radius de Raya et perdait, tu sais, il y avait personne. Tu vois ce que je veux dire ? Et mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, encore une fois, anti-gourou, mais pour moi, on n'arrive pas. Tu sais, il y a eu ce truc à un moment, je sais pas comment on dit en français, healed. Tu sais, d'être soigné un peu. D'être soigné, d'être soigné, je pense, mais. Et que, en fait, pour réussir son histoire d'amour, il faut être... je sais pas comment on dit en français, mais genre... d'avoir réglé tous ses problèmes, mais n'importe quoi. Enfin, tu vois, on règle pas tous ces problèmes. On est mieux avec soi-même à un moment. On fait la paix, on est bien et tout ça. Il y a différentes manières d'arriver dans les histoires d'amour, on va dire. Moi, je suis arrivée en catastrophe, mais ça s'est bien passé, finalement. C'est aussi ça, les gens qu'on rencontre... c'est souhaitable. Enfin, tu sais, on dit souvent, oui, avant de rencontrer une personne bien pour nous, il faut être bien soi-même pour amener Parfois, les gens qu'on rencontre vont nous aider à trouver notre équilibre s'ils sont bien. Voilà. Donc, peut-être que j'étais déjà arrivée un peu quelque part et que lui, il m'a permis de faire les derniers pas vers quelque chose. En tout cas, c'est le cas, hein, parce qu'il m'aide beaucoup à me stabiliser, même si il est catastrophique parce qu'il fait il veut que voyager tout le temps et il travaille tout le temps et tout, mais... Ouais, donc pour moi, cette rencontre, en fait, c'est arrivé à un moment où j'étais prête et du coup, je tiens à ce que ça marche et puis ça tombe bien parce que lui aussi et tout ça, quoi. Il y a plein de facteurs. Comment est-ce que tu décrirais ton rapport à la sexualité ? Je sais pas parce que je connais pas la sexualité des autres. Très, très sain. Ouais.
Je t'ai demandé de choisir un texte Oui. qui te fait ressentir des émotions pour le lire à voix haute. Ouais. Qu'est-ce que tu as choisi ? J'ai choisi un texte de Françoise Sagan, Ah. de mon livre, en fait, quand je sais plus quoi écrire, il faut que je vais lire ce début de roman qui est... Alors, pourquoi j'adore Françoise Sagan ? Parce que c'est une écrivain absolument merveilleuse. Elle est fine, elle écrit tellement bien. Et elle a écrit des livres de merde. Mais elle le dit elle-même. Elle le dit elle-même. Elle dit Et pour moi, quand elle a besoin d'argent et que voilà, machin. Ouais. exactement. Et pour moi, ça fait partie de la libération de la femme, la libération du talent. Moi, j'adore les chick lit. J'adore les livres de rien. J'adore Jackie Collins. J'adore tout ça. Et je me revendique vraiment, quoi. Et souvent, il y a beaucoup de profondeur dans ces livres. Mais surtout, le divertissement. J'adore, moi, Sex and the City, la première version. J'ai toujours adoré ces choses-là. Et je compare pas ça à Françoise Sagan, même si je suis sûre qu'elle aurait été tout à fait à l'aise avec ça. Et donc, tu veux que je te lise, en fait, Et donc, quand... je perds un peu mon ton. Tu vas voir, parce que tu vas retrouver des aspects de comment j'écris. Je lis ce début de ce roman, qui est un peu un... Comment on dit Excusez-moi encore pour les mots. Tu veux dire comment en anglais ? It's making fun. C'est qui se moque, en fait. Qui se moque de cette femme, d'elle-même. De cette femme qui se moque d'elle-même, c'est assez drôle, je peux te le lire. Voilà. Je viens. C'est quel livre du coup de François Sagan ? C'est Le Chien couchant. Tu l'as lu ? Non. Alors, j'adore. La route du bord de mer à Santa Monica, près d'Hollywood, s'allongeait, droite, implacable, sous la ronronnante Jaguar de Paul. Il faisait chaud, tiède, l'air sentait l'essence et la nuit. Paul roulait à 150. Il en avait adopté le profil distrait des gens qui conduisent trop vite, et sur ses mains, des gants habilement troués aux phalanges, comme ceux des grands conducteurs, des mains qui, de ce fait, me semblaient légèrement répugnantes. Je m'appelle Dorothy Seymour, j'ai 45 ans, les traits légèrement tapés, car rien de ma vie ne l'a sérieusement empêché. Je suis scénariste, non sans succès, et je plais encore beaucoup aux hommes, probablement d'ailleurs parce qu'ils me plaisent aussi. Je suis une de ces affreuses exceptions qui font honte à Hollywood. À 25 ans, j'obtins, en tant qu'actrice, un succès foudroyant dans un film intellectuel. À 25 ans et demi, je partis croquer l'argent gagné avec un peintre de gauche en Europe. Ça me fait trop rire. À 27 ans, je revins inconnue, sans $1, et avec quelques procès sur les bras, dans ma ville natale, Hollywood. N'étant plus solvable, on arrêta là les procès et l'on décida de m'employer en tant que scénariste, l'énoncé de mon nom glorieux ne faisant plus aucune impression sur les foules ingrates. J'en fus plutôt ravie, les autographes, les photographes et les honneurs m'ayant toujours ennuyée. Je devins celle qui aurait pu, comme certains chefs indiens. De plus, ma santé étant bonne et mon imagination fertile, les deux, grâce à un grand-père irlandais. C'est tellement absurde. C'est trop drôle. Je finis par avoir une certaine réputation dans la confection d'âneries en couleur, fort rémunératrice semble-t-il, à mon grand étonnement. Les films historiques de la RKB, par exemple, sont très souvent signés par moi, et dans mes cauchemars, je vois parfois s'approcher Cléopâtre ulcérée, qui me déclare « Non, madame, je ne dirai pas « Passez au souverain de mon cœur à César ». En attendant, le souverain de mon corps tout au moins, devait être Paul Brett, et ce soir-là, j'en bâillais d'avance. Franchement, François Sagan a rarement lu une l'air aussi drôle. Ah, mais c'est un génie, de toute façon. C'est trop génial. Donc, quand tu vois, quand je sais pas, je cherche mon ton, je relis ça et c'est bon, je suis repartie. Ça me fait trop rire. Je vais te poser plusieurs questions pour terminer, auxquelles tu peux répondre assez brièvement. Ouais. Peux-tu me dire une chose qui est vraie sur toi ? Une chose qui est vraie sur moi ? Je sais pas. J'ai 50 ans. Une chose qui n'est pas vraie sur toi ? Je sais pas, je m'en fous. Une de tes capacités exceptionnelles ? Rassembler. Ce que tu aimerais que tes amis disent de toi ? Bah, qu'ils m'aiment. Le gros mot que tu aimes le plus utiliser ? Tous. Putain.
La folie qui a changé ta vie. De tout arrêter à 27 ans. Ce qui te réjouit le plus dans la vie. De rire. De quoi as-tu le plus faim? De rire. Est-ce que tu as peur de la mort? Je sais pas. Ça va. Qu'est-ce que tu aimerais laisser derrière toi? Une vision du monde. Qu'est-ce que tu ressens alors qu'on s'apprête à terminer cette conversation? J'ai faim. Ça te tombe bien. Pour terminer sur une note musicale, est-ce que tu veux bien me donner le titre d'une chanson qui te touche? Oh là là. Une chanson corse alors. Oh, il y en a tellement. Les migrantes. Les migrantes. Merci, Garance.